finale Sénégal-Maroc. C'est la première fois que ces deux nations se retrouvent en phase finale de la CAN, figurez-vous. La dernière fois qu'elles se sont croisées, c'était en juillet 2001 pour les éliminatoires du Mondial 2002, avec une victoire 1-0 du Sénégal sur un but d'El Hadji Diouf. Mais donc c'est une grande première à la CAN, voilà, et ça ne fait que renforcer encore l'intérêt incroyable qu'on a pour cette rencontre, Philippe. C'est même incroyable que ce soit la première fois. C'est fou, hein. C'est incroyable que ces deux nations aient un palmarès aussi petit. Alors le Sénégal brillant sur ses dernières éditions, mais avant il y avait rien ou presque. Mais la finale en 4 la finale de 2002. Et puis le Maroc, voilà, qui depuis 1976 n'a pas gagné. Et finale en 2004, ça fait pas grand-chose. Ça fait peu pour deux grandes nations du. Il est temps de rétablir donc une sorte de. Il y en a un des deux qui va profiter de cette édition. Ouais. C'est clair. On va voir comment ces deux équipes se sont qualifiées. En commençant par le pays hôte, le Maroc, qui a démarré sans vraiment convaincre Prince, avec le service minimum en phase de poule. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, ils sont rentrés timidement dans cette compétition et puis ils sont montés en progressivité, je trouve, sur tous les matchs. Et là, ils ont atteint un niveau, pour moi, très très intéressant. Est-ce que sur la phase de poule, est-ce que c'était la pression populaire peut-être qui les inhibait un petit peu? Certainement. On a vu beaucoup, le public était très exigeant, qui a beaucoup même si le public a vu de belles choses, à l'image de ce but d'El Kaabi. Je pense que c'est le plus beau but de la compétition, mais ah oui, c'est vrai. Effectivement, le public était très exigeant, il y a eu beaucoup de critiques et on a vu progressivement les joueurs marocains avec son sélectionneur inverser la tendance. Donc c'est plutôt une compétition qui monte en puissance pour le Maroc. C'est peut-être aussi ce qu'on appelle un parcours de champion, effectivement, avec une progression comme ça très, très régulière et très assurée. Il y a eu ensuite, Serge, les matchs à élimination directe, un 8e un peu laborieux contre la Tanzanie, et c'est presque finalement en quart contre le Cameroun, sur cette première période face au Cameroun, que les Lions de l'Atlas ont enfin convaincu et ont enfin rallié avec eux tout un pays. Oui, totalement. Vous l'avez dit, le public, il était très critique au départ. Donc, on est passé d'un public critique à un vrai soutien, à un vrai 12e homme à présent. Mais ça, c'est les joueurs, à travers leur performance, qui l'ont gagné. J'ai l'impression que finalement, cette équipe du Maroc, elle-même avait un petit peu peur de cette compétition. De par le parcours des dernières éditions. Il fallait les premiers matchs pour se défaire de cette peur. Exactement, parce que c'était des éliminations précoces, c'était des éliminations pas... Oui. Ils arrivaient, le souvenir ivoirien est un peu cuisant. Et ouais, il y avait un plafond de verre qu'ils n'arrivaient pas à passer. Donc il y avait aussi cette crainte à évacuer. Après, il y a une autre réalité, c'est que il y a un Maroc d'il y a un an et demi qui était très complet, avec Hakimi, avec Ben Seguir, avec des vraies certitudes. Ouais. Et là, on a commencé la compétition avec des joueurs absents, comme Hakimi, le meilleur joueur de cette équipe qui était absent, le guide de cette équipe qui était absent, qui n'était pas présent sur les premiers matchs. Ben Seguir qui était très bon, très très décisif il y a de cela 2 ans, 3 ans, qui finalement n'a pas est encore blessé et en phase de reprise. Abdé me l'apprenait Philippe il y a une heure, qui était en retour de blessure aussi en début de compétition. Donc finalement, quand on remet tout ça en contexte, on se rend compte que le Maroc n'était pas si armé que ça en début de compétition, donc c'est peut-être un peu compréhensible. Donc il y a eu des réajustements qui ont été faits au fur et à mesure, mais la chose que je retiens le plus, c'est qu'ils ont réussi à augmenter le niveau d'intensité qui leur manquait peut-être à la CAN jusqu'à présent. Allez, on va retourner à Rabat, dans la Madina cette fois-ci, avec... Ah non, juste à côté de la Médina, me dit-on. Avec 3 stars, forcément, 3 stars. Cédric Kanté, Claude Leroy, Mamadou Niang. Salut à tous les 3. Messieurs, j'imagine que vous êtes tous très impatients de vous retrouver demain dans le stade Prince Moulay Abdellah. Dites-nous ce que vous pensez de ces Lions de l'Atlas. Il ne fait aucun doute qu'ils méritent leur place en finale au vu de ce qu'ils ont fait sur ce tournoi, de leur progression sur ce tournoi. C'est vrai qu'ils ont commencé timidement, sans doute avec une pression plutôt négative. Et puis quand il y a eu des matchs à élimination directe, ils ont quand même pris la mesure de l'événement et ils ont fait en sorte d'être toujours supérieurs à leur adversaire en montant l'intensité, en montant la qualité technique, avec le retour de blessures, avec Hakimi aussi qui a commencé à jouer à partir des 8e de finale. Et on a vu face au Cameroun, on a vu face au Nigeria que physiquement, ils arrivaient à se mettre au-dessus des équipes subsahariennes. C'était un petit peu le doute avant cette Coupe d'Afrique. Bonsoir tout le monde. Salut Claude. Moi, je pense qu'on oublie un petit peu leur 3e match contre la Zambie, parce que la Zambie c'est pas un petit partenaire. Ils ont exactement le même palmarès que ces deux équipes de la finale, le Sénégal
et le Maroc, c'est-à-dire qu'ils ont un titre de champion d'Afrique et j'avais trouvé que dans ce troisième match contre la Zambie, avec une équipe pas autant remaniée que tout ce qu'on a pu dire, ils avaient été éblouissants pendant 30 minutes collectivement. Et après, tactiquement, ils ont éteint Baleba et Mbeumo contre le Maroc, ils ont éteint Lockman et Osimhen contre le Nigeria. Ce qui montre que je crois véritablement, alors c'est faire insulte à personne, que et de très loin le meilleur entraîneur tactiquement de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'était Walid Regragui, et ça dès le départ. Tiens, il y a Mamadou Niang qui a un micro, je voulais poser une question aussi. Est-ce que finalement, l'un des plus grands exploits du Maroc sur cette compétition, en tout cas sur le début, du Maroc et de Regragui, c'est d'avoir su résister à la pression populaire, parce qu'on sait que ils étaient un petit peu fragilisés au début. Ouais, c'est sûr qu'ils ont commencé très timidement, déjà face aux Comores, où ça a été un match assez compliqué. Et, derrière, les critiques ont commencé à pleuvoir sur la gestion de l'équipe de Walid Regragui, mais il a réussi à mobiliser les troupes et à monter crescendo dans cette compétition et à chaque fois se mettre à la hauteur des équipes qui se trouvaient face à elle. Ça a été une équipe très solide. Le Maroc, c'est une équipe qui mérite aujourd'hui d'être en finale. Et ils l'ont prouvé, notamment face au Nigeria où ils sont tombés contre une équipe qui est physiquement assez solide, qui sortait d'un match contre l'Algérie où ils ont été très costauds, ils ont été très impressionnants. Mais malgré tout, le Maroc a fait vraiment jeu égal, même voire plus, et a su trouver les ressources techniquement déjà et physiquement pour pouvoir sortir cette grande équipe du Nigeria qui était pourtant favorite pour remporter ce titre au Maroc. Effectivement, vous avez raison. Et pour aller au plus près de ces lions de l'Atlas, on retrouve Moussa Boubila, l'un de nos envoyés spéciaux à Rabat. Alors lui, il est à l'extérieur. Alors, je crois qu'il pleut un petit peu, ou un tout petit peu. En tout cas, vous êtes un petit peu humide, j'imagine, Moussa Boubila. Vous avez assisté, je crois, au dernier entraînement du Maroc, en tout cas, à la dernière conférence de presse. Comment vous la sentez, cette sélection marocaine, à la veille de sa grande finale ? Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Évidemment une fine pluie, mais qui incarne ici encore une fois de plus l'espoir porté par le Maroc. Nous voulons écrire l'histoire. C'est le message clair lancé par Walid Regragui, le sélectionneur marocain, au nom de tout ce groupe. Le Maroc qui est resté dans sa bulle depuis le début de la compétition, une bulle parfaitement maîtrisée, même institut, même terrain d'entraînement et surtout même état d'esprit, celui de gagner à nouveau et surtout d'offrir au peuple marocain ce trophée de Coupe d'Afrique des Nations 22 ans après. Le Maroc est quand même sous pression et pour tenter d'évacuer cette pression, Walid Regragui a tenté d'être assez élogieux envers ses adversaires sénégalais, histoire de rester humble, histoire de rester concentré. Le capitaine Achraf Hakimi a eu une permission spéciale d'aller voir les gamins de sa fondation que nous avons suivis lors de l'ouverture du match de la CAN, et le gouvernement marocain a lancé un appel à surtout reporter à une date ultérieure les examens secondaires au niveau des lycées, à une date ultérieure, comme je le disais, les examens, pour permettre au peuple marocain d'être à fond derrière l'équipe. Donc Vincent, c'est pour vous dire que c'est un Maroc avec aucun joueur suspendu et porté par son public qui rêve évidemment de défier le Sénégal lors de cette finale. Merci beaucoup, Moussa. Vous allez vous mettre à l'abri. Votre manteau est très beau. Il serait bête qu'il soit tout mouillé. Merci pour ces informations. C'est important de savoir effectivement que les examens ont été reportés du côté du Maroc pour pouvoir assister sereinement à cette finale. Ce qui est bien aussi pour le Maroc, c'est qu'ils ont joué tous leurs matchs dans le même stade. Ils se sont entraînés à chaque fois dans le même stade d'entraînement. C'est très confort quand même pour le pays hôte. Oui, c'est très confort. Et puis c'était une demande aussi de Walid Regragui quand il y avait cette possibilité de finir premier du groupe. Il voulait rester à Rabat. Donc aujourd'hui, toutes les conditions ont été réunies, je dirais, par la plus haute autorité du pays pour pouvoir mobiliser tout un peuple entier pour pouvoir pousser son équipe nationale demain. Philippe, vous avez commenté ces Marocains, notamment sur la demi-finale, un peu laborieuse contre le Nigeria. Ils auront un autre combat à mener face au milieu de terrain du Sénégal notamment. Et dans ce domaine, est-ce que le Maroc devra compter par exemple sur un joueur comme El Ainaoui ? Ah oui, c'est un joueur fondamental de cette compétition. En fait, l'équipe de Regragui s'est transformée aussi au long de la compétition. Oui. Ils ont commencé avec Amrabat, qui a ses qualités défensives, mais qui en plus revenait de blessure et qui n'avait pas paru vraiment très, très au point en début de compétition. El Ainaoui était dans une position plus avancée et Regragui, il n'a pas hésité à le descendre à la place d'Amrabat. Il a également... Donc devant la défense presque.
complètement devant la défense. Il a recentré Saibari, qui était un milieu offensif. Il en a fait un relayeur. Et l'autre relayeur, c'est El Ranous. Les deux relayeurs, c'est deux joueurs qui pourraient jouer ailier dans cette équipe. Donc c'est dire qu'il a un milieu de terrain hyper technique et que le doute qu'on avait, et il a été levé contre le Cameroun et le Nigeria, c'est sur l'intensité que pouvaient mettre ces joueurs. On se demandait si sur la durée d'un match, ils étaient capables. Or, ils ont même étouffé le Nigeria dans cette zone de jeu. Ouais. Donc ils ont montré qu'ils étaient très costauds là-dessus. Et le Sénégal, du coup, va avoir une vraie réflexion. On a vu que depuis la moitié du tournoi, Pape Thiaw a mis un milieu à 3. Et là, ce sera nécessaire aussi pour faire jeu égal avec le Maroc dans ce secteur de jeu où le Maroc a été surprenant, et surprenant dans le bon sens du terme. Alors, on parlera du Sénégal dans un instant. Claude et Cédric, toujours en direct depuis Rabat. Je reviens sur cette demi-finale face au Nigeria. C'est quand même un match très tendu, avec un enjeu considérable, qui a duré, bien sûr, 120 minutes, plus la séance de tir au but. Est-ce que la longueur et l'âpreté de cette demi-finale pourraient peser dans les jambes marocaines ? Je pense que ça peut peser plus dans les jambes que dans les têtes, puisqu'il y a quand même une dynamique. L'équipe est portée par tout un pays. On parlait de pression négative en début de tournoi. Là, elle est hyper positive. Personne ne s'attend à une défaite des Lions de l'Atlas. Donc c'est vrai que cette fatigue, elle va vite être évacuée. Des joueurs, je pense, comme Hakimi, au contraire, ça leur fait du bien d'enchaîner les minutes, de reprendre du rythme. Ils ont montré qu'ils avaient éteint cette équipe du Nigeria sur la prolongation. Donc moi, j'ai aucun doute que physiquement, ils seront prêts. Il y a quand même des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup joué en début de tournoi. Donc c'est vrai que quand on arrive au 6e, 7e, 8e match, ça compte un petit peu cette fraîcheur. Oui. D'accord, complètement avec Cédric. Philippe a raison de mettre l'accent sur le changement tactique de cette équipe du Maroc, c'est-à-dire qu'il a fait gagner en descendant sur le terrain, en augmentant beaucoup de technicité. C'est-à-dire qu'il a des joueurs qui, dans des zones de jeu difficiles, quelquefois en particulier à Naoui, se sortent techniquement de situations difficiles pour pouvoir repartir à 2, pour pouvoir repartir à 3. Et puis enfin, il y a un autre domaine dont on n'a pas beaucoup parlé, et moi, ils m'ont peut-être le plus surpris contre le Nigeria, c'est qu'ils ont été dominants dans le jeu aérien. On n'attendait pas cette équipe du Maroc aussi forte dans le jeu aérien. Que les joueurs soient grands, petits et tout, ils ont montré un super timing dans tous les duels, et ça a été une des surprises aussi de cette compétition. Ça veut dire que quasiment tous les voyants sont au vert dans cette équipe au fur et à mesure de l'avancée des Lions de l'Atlas dans la compétition. Bon, d'accord, Mamad ? D'accord avec avec ton analyse. Non. D'accord avec l'analyse de Claude. C'est une équipe qui a été vraiment impressionnante, notamment en termes d'intensité. Ce qu'ils ont mis en quart de finale et en demi-finale, surtout contre le Nigeria, ça a été de haut niveau. Et ils ont vraiment pris la mesure de ces équipes à chaque fois. Et Claude l'a parfaitement rappelé, c'est que on attendait le Nigeria sur le jeu aérien avec Osimhen, avec Akor Adams, mais ils ont été totalement dominés par la puissance physique de cette équipe marocaine, surtout la défense centrale qui ont à chaque fois gagné les duels aériens. Et ce qui a mis en difficulté l'attaque nigérienne qui a eu du mal à conserver le ballon de haut but. Et ça a permis à chaque fois à cette équipe marocaine de défendre en avançant.